Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Ce jour, nous allons aborder un nouveau cas clinique très intéressant les amis. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu te prépares pour les EVC 2023, session particulièrement intéressante parce que nous avons beaucoup de postes qui seront ouverts pour l'année 2024. Donc, tout le monde a sa chance d'être admis. Mais pour cela, les amis, il faut bien se préparer. Et dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un cas clinique hyper intéressant. J'ai deux petites astuces que je vais vous partager en fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin et essayer de réfléchir avec moi pendant que je vais lire l'énoncé. Et un peu plus tard, je proposerai la solution à ce cas clinique. C'est parti les amis, vous êtes appelés aux urgences de votre hôpital pour prendre en charge un homme de 78 ans, hypertendu, arythmie complète par fibrillation atriale, adénome prostatique, cardiopathie ischémique avec stent il y a 3 ans. Dans son traitement actuel, on note de l'aspirine, inhibiteur de l'enzyme de conversion, l'amiodarone, un antivitamine K et un diurétique de l'anse. À votre arrivée, le patient est marbré et présente une désorientation temporospatiale, une pression artérielle à 75 sur 35 mm de mercure, un pouls à 125 battements par minute, une fréquence respiratoire à 25 par minute, une saturation en oxygène à 94% en air ambiant, un score de Glasgow à 14 et une température à 39,5. À l'auscultation pleuropulmonaire, il n'y a rien de particulier. Les bruits du cœur sont irréguliers, le rythme est rapide, sans signe d'insuffisance ventriculaire droite. L'abdomen est sensible au niveau suspibien avec une matité. Le patient reste confus sans déficit sensitivo-moteur ni syndrome méningé. La radio thoracique ne montre pas de foyer pulmonaire et l'ECG est en ACFA rapide, sans signe de souffrance ischémique. Le reste du bilan est en attente. Sa femme nous apprend que son mari présente depuis quelques jours une dysurie avec brûlure mictionnelle. Question numéro 1, à vos stylos, c'est parti. Quel est votre diagnostic et sur quels éléments vous basez-vous? Mettez la vidéo sur pause et proposez votre réponse. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter le cas clinique et proposer votre réponse. Question numéro 2, les amis. Quelle est votre prise en charge initiale aux urgences? Ensuite, le patient est admis en réanimation et malgré votre prise en charge, son état ne s'améliore pas. Le bilan biologique retrouve une créatininémie à 215 micromoles par litre pour une normale inférieure à 110, une urémie à 23 millimoles par litre pour une normale inférieure à 8, une kaliémie à 4,7 millimoles par litre, une lactatémie à 8 mmol par litre pour une normale inférieure à 2,2, un syndrome inflammatoire biologique et une leucocyturie et nitrite positif à la bandelette urinaire. Question numéro 3. Quel type d'insuffisance rénale pouvez-vous évoquer et quel examen effectuez-vous? Je précise que cette question est posée ou formulée au pluriel. Quel au pluriel type d'insuffisance rénale pouvez-vous évoquer et quel, entre parenthèses, S au pluriel, examen effectuez-vous? Question numéro 4. Quels examens bactériologiques proposez-vous et discutez votre antibiothérapie initiale? Voilà, c'est tout pour ce cas clinique, les amis. Je vais proposer quelques éléments de réponse et vous pouvez comparer avec ce que vous avez évoqué. Je ne dis pas que j'ai 100% raison, mais on peut toujours discuter. C'est pour ça que je vous invite à laisser vos idées sur la barre des commentaires. De temps en temps, je jette un coup d'œil et on discute, on partage. Bon, voilà les amis, première question. Alors, je propose comme diagnostic, les formulations peuvent être différentes en fonction de la façon dont vous nommez les éléments, mais je propose une infection urinaire masculine compliquée de choc septique. On peut aussi dire une prostatite aiguë compliquée de choc septique. Alors,
quels sont les arguments pour défendre ce diagnostic? Premièrement, pourquoi je dis choc septique? Choc septique, nous avons vu dans l'une de mes vidéos que la définition du choc septique devrait prendre en compte des éléments de sepsis et des éléments de choc. Premièrement, les éléments de sepsis. Pour dire qu'il y a sepsis sur le plan théorique, il faut qu'il y ait une défaillance multiviscérale associée à une infection soit soupçonnée ou objectivée. Dans cette circonstance ici, les éléments de défaillance multiviscérale sont évalués par le score du Quick-SOFA. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Cliniquement, le Quick-SOFA doit donc prendre en compte 3 éléments: l'état de conscience, la fréquence respiratoire et la pression artérielle. Donc, dans ce cas clinique, nous avons un score de Quick-SOFA qui est supérieur à 2, ce qui nous fait déjà évoquer le diagnostic de sepsis. Alors, quels sont ces éléments? Le score de Glasgow ici, il est inférieur à 15, il est à 14, ça nous fait 1 point. La fréquence respiratoire ici est à 25 cycles par minute, qui est donc supérieure à 22 cycles, nous fait un 2e point. Et la pression artérielle qui est inférieure à 100 mm de mercure, ici il est à 75 mm de mercure pour la systolique, ce qui nous fait 3 points, donc sepsis. Sepsis, donc défaillance viscérale, vous l'aurez compris. Associé à cela, une infection présumée ou documentée. Dans notre circonstance ici, nous avons évoqué une infection plutôt urinaire, notamment devant la présence d'une dysurie associée à des brûlures mictionnelles. Et cliniquement, nous avons une rétention aiguë d'urine associée à une fièvre à 39,5 degrés. Cela est suffisant pour évoquer donc le diagnostic d'infection urinaire associé donc à une défaillance multiviscérale. Il s'agit d'un sepsis. Pourquoi dire qu'il s'agit d'un choc septique? Eh bien, parce que nous avons cliniquement des signes d'hypotension artérielle. Enfin, nous avons une hypotension artérielle associée à des signes d'hypoperfusion périphérique. Donc, la pression artérielle dans le cas clinique est de 75 sur 35 mm de mercure, associée à des signes d'hypoperfusion périphérique que sont la désorientation temporospatiale et aussi les marbrures. Donc, là, nous avons donné des éléments pour justifier de notre diagnostic positif. Deuxième question, quelle est votre prise en charge initiale aux urgences? Alors, comme je vous ai toujours dit, les amis, il faut penser à être méthodique. Pour gagner le maximum de points, il faut sortir les mots-clés. Ce que le correcteur veut entendre de vous par rapport à cette question, c'est de sortir les mots-clés de façon simple, claire et précise. Donc, vous avez évoqué le diagnostic de choc septique urinaire, un foyer urinaire. Il faut donc, dans la prise en charge, préciser tout de suite qu'il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. D'accord? Tout de suite, on annonce les couleurs. Urgence diagnostique, urgence thérapeutique. Que faut-il faire? Là, le patient se trouve aux urgences. Il faut donc pouvoir l'installer dans un box, mais c'est dans une salle de déchocage. Voilà, le patient doit être installé en déchocage. Il est scopé avec oxygénothérapie comme objectif. Nous voulons atteindre une saturation supérieure à 95%. On fait un remplissage vasculaire parce que c'est un choc. Un remplissage vasculaire prudent parce qu'il y a une cardiopathie ischémique, il y a une ACFA. Il ne faut pas donc décompenser, il faut faire attention de ne pas décompenser cette cardiopathie et mettre le patient en insuffisance cardiaque et en OAP. Donc, remplissage vasculaire prudent, on peut débuter avec un sérum physiologique du NaCl 500 ml en débit libre jusqu'à comme objectif avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. D'accord? Donc là, on les cite tout simplement. Ensuite, débuter l'antibiothérapie après prélèvement microbiologique ou bactériologique. Troisième élément de notre prise en charge, il faut faire une dérivation urgente des urines avec
ou après avis urologique. Parce que vous êtes là devant un sepsis urinaire, d'accord? Un choc septique urinaire avec une rétention d'urine. Et donc, c'est une prostatite. Et si l'infection reste maintenue à ce niveau, il y a un risque que ça puisse s'abcéder et vraiment se dégrader très vite. À ce moment, il faut dériver les urines, il faut les évacuer, il faut les vider. Mais il faut prendre l'avis urologique, c'est très important. La prise en charge doit être multidisciplinaire parce que normalement, dans ce genre de situation, on met une sonde urinaire, une sonde vésicale, on va dire urétrale, mais devant une prostatite, théoriquement, cela est contre-indiqué. Donc, il faut avoir l'avis de l'urologue pour pouvoir soit faire un cathétérisme suspibien. Ensuite, la prise en charge, on peut mettre du doliprane, enfin pas de doliprane, du perfalgan, un antipyrétique parce qu'il y a de la fièvre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une urgence thérapeutique mais aussi diagnostique. Donc dans notre prise en charge, il y a une prise en charge thérapeutique mais il y a aussi une prise en charge diagnostique. Il faut donc pour cela réaliser des prélèvements bactériologiques tels que l'uroculture, des hémocultures, une numération avec plaquettes, une bilirubinémie, une créatinine avec urée, un ionogramme sanguin, des gaz du sang avec des lactates. Pourquoi tout cela? Eh bien, parce que tout simplement, nous avons dit que c'est un choc septique et donc nous devons évaluer le score du SOFA en intégralité pour voir à quel degré de sepsis ou de choc septique l'on se retrouve. Très important. On a déjà discuté du score de SOFA. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos. On en a parlé. Ensuite, la troisième question. On nous a donné quoi? Quelques éléments de la biologie. Je vais revenir sur ça rapidement. On a donné la créatinine hémiquette à 215 micromoles avec une urée à 23 millimoles par litre. La question est, quels sont les différents types d'insuffisance rénale qu'on peut évoquer dans ce contexte? Alors, je pense qu'on peut évoquer dans ce contexte les 3 types d'insuffisance rénale, mais plus les 2 premiers types que je vais citer. Donc, c'est une insuffisance rénale aiguë, d'accord, pré-rénale ou fonctionnelle du fait de l'état de choc, qui est donc, qui a un état de choc, qui a une hypoperfusion au niveau rénal, donc souffrance rénale, donc insuffisance rénale aiguë. D'autant plus qu'on a un rapport urée sur créate en micromoles par litre qui est supérieur à 100. Vous pouvez faire le calcul. Deuxième type d'insuffisance rénale qu'on peut évoquer dans ce contexte, c'est une insuffisance rénale aiguë obstructive parce que nous avons une rétention aiguë d'urine. D'accord? Donc ça peut simplement favoriser une insuffisance rénale. Mais le troisième type d'insuffisance rénale, je pense quand même qu'on est en droit d'évoquer une insuffisance rénale parce que nous avons un patient qui a eu un adénome de prostate, bien sûr, mais surtout c'est un patient de 78 ans qui est âgé et qui a une hypertension artérielle qui est traitée par des USC et donc il peut faire une angionéphrosclérose qui va donc entraîner une insuffisance rénale. Dans ce contexte, il s'agirait peut-être d'une insuffisance rénale aiguë sur une insuffisance rénale chronique. Mais en tout cas, les plus importantes, je pense qu'il faut citer les 2 premières, insuffisance rénale. Question suivante. Quels sont les examens que vous réalisez ou quels examens effectuez-vous? Voilà, très bien. Alors ici, je pense qu'il y a 2 types d'examens à réaliser. Premièrement, il faut réaliser des examens morphologiques ou un examen morphologique. De prime abord, on va penser à une échographie rénale. Devant toute insuffisance rénale, les amis, il faut retenir cela. Devant toute insuffisance rénale, il faut réaliser une échographie rénale ou un uroscanner. Mais en tout cas, l'uroscanner, ça se discute parce que parfois, il faut injecter un produit de contraste, mais devant une insuffisance rénale, quelquefois, on est un peu gêné. Mais dans tous les cas, pour être à l'aise, tranquille, serein, il faut parler de l'échographie rénale à la recherche d'un obstacle. Donc, l'échographie rénale va rechercher des signes indirects d'un obstacle, une dilatation des cavités piélo-calicielles,
voilà, urétéro-hydronéphrose, tout ce que vous voulez, ou visualiser l'obstacle. D'accord? Ça, c'est le premier examen. Le deuxième examen, il faut faire un ionogramme urinaire. Devant une insuffisance rénale, il faut faire un ionogramme urinaire pour justement rechercher les éléments en faveur d'une insuffisance rénale fonctionnelle avec la fraction d'extraction du sodium et les autres paramètres qui nous permettent de prendre, d'évoquer ce diagnostic. Voilà. Donc, ionogramme urinaire avec créatininémie, créatinine urinaire. Voilà les amis, quatrième et dernière question. Quels sont les examens bactériologiques que vous proposez et discutez votre antibiothérapie? Alors, très rapidement, les examens bactériologiques, c'est les mêmes, je pense qu'on a eu à citer à la première question dans la prise en charge diagnostique. Il faut réaliser 2 paires d'hémoculture. Il faut réaliser l'uroculture également. Alors, je pense que c'est les 2 essentiels à réaliser. Ensuite, discutons de l'antibiothérapie. Pour quel diagnostic? N'oubliez pas le diagnostic, c'est un choc septique à point de départ urinaire. Ok? Alors, il faut dire que devant un choc septique pareil, il faut débuter rapidement une bi-antibiothérapie qui va être probabiliste, intraveineuse, et qui va donc associer notamment des bêta-lactamines avec des aminosides. Un bêta-lactamine, une aminoside. Alors, la discussion va être quel antibiotique justement choisir. La première question qu'on se pose, c'est s'il y a des facteurs de risque de résistance aux antibiotiques. Notamment, si le patient est sorti d'une hospitalisation récente, il est en institution, un patient institutionnalisé tel qu'en EHPAD, dans des maisons de retraite. Si le patient a déjà été traité par des fluoroquinolones déjà il y a moins de 6 mois, s'il y a un portage en fait de bactéries résistantes, tous ces éléments vont donc nous permettre de prendre la décision. Alors, s'il y a les facteurs de risque tels que nous venons de dire, à ce moment, on prescrit quoi? Des bêta-lactamines à plus large spectre, tels que les carbapénem, toujours associés à un aminoside, tels que de l'amicacine. S'il n'y a pas eu de facteur de risque de résistance aux antibiotiques, il n'y a pas eu d'utilisation de fluoroquinolone dans les 6 mois précédant l'infection actuelle, il est donc préférable d'utiliser des fluoroquinolones parce qu'ils diffusent nettement mieux au niveau des voies urinaires et surtout au niveau de la prostate. D'accord? Toujours associé à de l'amicacine à la dose de 25 mg par kilo et par jour pour une durée de 3 jours. Deuxième élément, on peut utiliser comme antibiotique à la place des fluoroquinolones de la céfotaxime à la dose de 2 grammes toutes les 8 heures pendant 14 jours, associé à de l'amicacine, 25 mg par kilogramme par jour pendant 1 à 3 jours. Et ici, en particulier, la durée du traitement devrait être de plus de 14 jours parce que nous avons une uropathie sous-jacente qui n'est pas encore corrigée, c'est-à-dire cet adénome prostatique. Voyez-vous, les amis, il faut lire l'énoncé correctement parce que cet élément a été dit dès le départ. Il y a un adénome prostatique et donc la durée de l'antibiothérapie va être différente. Juste pour vous rappeler que ce cas clinique est l'un des sujets des EVC, je pense 2013 de quelle discipline? Réanimation médicale. Donc, si vous avez quand même eu à évoquer quelques éléments, félicitations à vous parce que c'est très important d'avoir quand même un raisonnement, une réflexion beaucoup plus poussée que ce que on peut attendre de vous. Comme ça, le jour de l'examen, vous serez un peu plus à l'aise. Voilà les amis. Voilà un cas clinique hyper intéressant que j'ai partagé avec vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce cas clinique. Était-il intéressant, oui ou non? Sinon, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau cas clinique. Ciao, bon courage.